Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing de Money in the Bank. Et avant de commencer ce débriefing, je vous rappelle que ce débriefing est à la mémoire de Dusty Rhodes, malheureusement, qui nous a quitté un peu plus tôt dans la semaine. Il n'y aura pas de PowerPoint pour ce pré-show R-Truth contre King Barrett parce qu'il n'y avait pas les photos sur le site tout simplement de la WWE. Donc on parlera de ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view. Alors je tiens à dire que cette vidéo sera assez courte puisque le pay-per-view, la plupart des matchs, je les ai pas appréciés. J'ai trouvé que c'était... j'ai juste apprécié un seul match pour tout vous dire, voilà. Et on parlera évidemment de ce qui s'est passé à Raw et ce qui s'est passé à SmackDown et des potentiels matchs, des matchs sûrs qu'on est sûr d'avoir au prochain pay-per-view, à savoir WWE Battleground, et des potentiels matchs qu'on pourra avoir. Je tiens à remercier aussi Camont Jackson, donc merci à toi de t'être abonné à ma chaîne, et grâce à toi nous sommes 64, nous sommes redevenus 64. C'est pas français mais c'est pas grave. Donc merci à toi de t'être abonné à ma chaîne. J'espère que sois le bienvenu déjà, bienvenue. Et grâce à toi, nous sommes renouveau 64 puisque nous étions descendus à 63. Donc voilà, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un petit bilan de la WWE et que je ferai des remerciements spéciaux, mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc rentrons dans le vif du sujet puisque c'est ça ce qui vous intéresse, c'est à savoir le débriefing de Money in the Bank. Avant toute chose, je tiens aussi à faire un petit coucou à Hawks. Ça y est, ses examens sont finis, mais il avait encore 2-3 jours de stage. Donc j'espère que ces stages vont bien se passer et j'espère qu'on aura de ces images très prochainement pour le prochain pay-per-view, à savoir WWE Battleground. Donc ça y est, on est dans le vif du sujet. Le pré-show, donc comme je vous ai dit, il n'y aura pas de photos puisque je ne les ai pas trouvées sur le site de la WWE. Donc c'était un match entre R-Truth et King Barrett. Donc le match en lui-même, c'était pas trop mal pour un pré-show. La tenue de King Barrett, voilà, façon Jules César romain, j'ai plutôt apprécié. Le point négatif, c'est que King Barrett a perdu et a reperdu à Raw. Alors, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir mis King Barrett si c'est pour qu'il perde comme des personnes comme R-Truth. Alors, je n'ai rien du tout contre R-Truth. Moi-même, je l'apprécie plutôt bien, R-Truth. Mais c'est vrai qu'R-Truth n'est pas utilisé, on va dire, et n'est pas mis en avant, malheureusement pour lui. C'est un petit peu un jobber qui est là juste pour faire la fête et tout ça. Et que quelqu'un comme King Barrett, ancien champion intercontinental, Bad News Barrett et tout ça, perdre contre quelqu'un comme lui, c'est assez triste. Mais en même temps, ça se comprend, puisqu'apparemment, il aurait quelques petites embrouilles avec la WWE en ce moment. Donc, évidemment, quand vous avez des embrouilles là-bas, eh bien, on vous fait perdre. En même temps, ils savent pas trop quoi faire avec lui, apparemment. C'est ce qu'on ressent, parce que King Barrett, moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de lumière, plus de spotlight, et apparemment, s'ils le font perdre contre un trou, c'est qu'il n'y a rien derrière, et je trouve ça assez dommageable. Tant mieux pour R-Truth, j'espère que du coup on va le voir plus souvent dans des matchs assez importants et pas qu'en pré-show parce que je trouve que c'est quelqu'un de méritant et que moi personnellement j'aime bien ce qu'il propose. Donc pareil pour King Barrett. Donc j'espère que voilà, cette embrouille ne va pas durer. On passe tout de suite au premier match de la soirée. Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait mis en premier match de la soirée. Le Money in the Bank pour la mallette Money in the Bank. Donc je vous rappelle les participants: Neville, Sheamus, Randy Orton, Roman Reigns, Kane, R-Truth et Kofi Kingston. Donc le match était pas mal. C'est vrai que bon, Kane on l'a pas tellement vu. Dolph Ziggler, ouais, aux abonnés absents. Randy Orton, pas plus mis en avant que ça. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage en fait, c'est que il y avait quand même 7 participants et que la seule fois où on les a vus vraiment en action, c'était au tout début où tout le monde se cherchait des noises et où Kofi Kingston a essayé de prendre la mallette ni vu ni connu, je t'embrouille.
Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas plus de prise, ensemble, qu'on n'ait pas plus de... excusez-moi, je ferme la fenêtre parce qu'évidemment, au moment où j'enregistre, il y a une voiture qui passe. Donc, il n'y a pas plus eu de prise en commun. Voilà, j'ai trouvé ça assez dommageable. Le rythme était assez lent. Et le fait qu'ils nous mettent ça en premier match et qu'on sache tout de suite qui était Money in the Bank, bah, j'étais un peu déçue parce que ça... Voilà, j'aurais préféré le voir en avant-dernier match, avant le match pour la ceinture. D'autant plus que la personne qui a obtenu cette mallette n'a pas caché la mallette à la fin. Donc... Voilà, le seul point positif, je vais dire, même si au début moi j'ai pas trop compris, c'est l'intervention de Bray Wyatt pour éviter que Roman Reigns devienne Mr. Money in the Bank. Je vous avais dit que c'était un petit peu prévisible, même si je voyais personne d'autre gagner à part lui ou Sheamus. Résultat, intervention de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui est intervenu, on n'a pas su pourquoi, et en fin de compte on l'a su à Raw, alors heureusement ils nous ont expliqué. C'est qu'évidemment, comme, souvenez-vous, Bray Wyatt affrontait Roman Reigns pour que Roman Reigns reste dans ce match-là, évidemment, ça a cassé les rêves de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui a très bien expliqué ça. Et évidemment, qui a mis-il en avant? La fille de Roman Reigns, où évidemment tout va se jouer sur la psychologie du fait, voilà, je vais m'en prendre à ta fille et tout ça, ce que tu as de plus précieux, je vais m'en prendre à elle. Il a fait la chanson qu'il avait fait la pub, où on voit Roman Reigns avec sa fille prendre un thé, voilà. Donc, c'est assez, d'ailleurs à SmackDown, ils ont perdu avec Dean Ambrose contre Kane et Sheamus avec l'intervention de Bray Wyatt. Et je vous l'annonce tout de suite, Bray Wyatt, Roman Reigns pour WWE Battleground, c'est signé. Donc résultat, si c'était pas Roman Reigns qui était devenu Mr. Money in the Bank, évidemment ça a été Sheamus. Vous l'aurez compris, qui est devenu Mr. Money in the Bank. C'est la première fois qu'il devient Mr. Money in the Bank en 3 participations. Donc la 3e fois était la bonne, donc bravo à lui. Et Sheamus qui a envoyé un petit tweet en nous disant de nous dire quand est-ce qu'il fallait qu'il cache sa mallette. Alors moi j'ai envie de lui répondre à ce Sheamus, bah, il va cacher sa mallette une fois qu'on aura un champion face, pas avant. Donc ce sera pas pour tout de suite, voilà. Donc le match était comme la meilleure performance, c'était Adrian Neville, franchement. Oh non mais Neville, voilà, j'avais peur parce que c'était son premier Money in the Bank mis en avant comme ça. Mais j'ai bien apprécié. Après Roman Reigns, évidemment. Et voilà, c'était les deux qui ont été le plus mis en avant. Résultat, Sheamus et Mr. Money in the Bank. Apparemment, il va affronter lors de WWE Battleground Randy Orton. En tout cas, c'est bien parti puisque Randy Orton est intervenu dans ces matchs. Et Sheamus lui a rendu la monnaie de sa pièce. Donc... on partirait sur Randy Orton Sheamus pour WWE Battleground. La note, j'ai oublié. La note, je vais mettre quand même un petit 6 parce que je trouve que Neville a fait une belle prestation. L'arrivée de Bray Wyatt, personnellement, je ne m'attendais pas, même si je savais qu'il allait se passer quelque chose pour que Roman Reigns ne soit pas champion. Après, c'est vrai qu'il nous pondent ça comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange, donc 6, mais c'était pas mal. Le deuxième match de la soirée, Nikki Bella qui remettait sa ceinture en jeu contre Paige. Alors là, le point positif, parce que malgré qu'il c'est la longueur du match. Pour une fois, on nous a fait un match de diva long. Alors, ça c'était le point positif. Malheureusement, c'était assez chiant. C'était même très très chiant pour tout vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était pour mettre en avant Nikki Bella et au fait qu'elle était capable de tenir un match en longueur et aussi pour nous faire rentrer dans le cerveau que vu qu'elle est championne, que c'est les Bella et c'est leur show et tout ça. D'ailleurs, ils ont continué à Raw et à SmackDown, c'est pour ça à mon avis qu'ils ont fait ça, de dire que c'était leur show et tout ça et que c'était elle un petit peu la division féminine des divas. Il y a eu le Twin Magic. Résultat, Paige a gagné, mais comme elle a fait le tomber sur la mauvaise dessert, bah, l'arbitre n'a pas
n'a rien dit. Et hop, Nikki Bella qui conserve sa ceinture comme ça. Bon, on savait qu'il y allait avoir une petite embrouille comme ça. Ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown est beaucoup plus intéressant, où Paige a essayé de convaincre quelques divas de se ranger de son côté pour être contre les Bella. Alors, pourquoi elles ont fait ça? Tout simplement parce que je trouve ça dommage qu'on les remette en avant comme ça, tout simplement parce qu'il y a la nouvelle saison de Total Diva qui va revenir sur les écrans. Et c'est pour ça qu'on les remet en avant. Moi, je trouve ça totalement dommage qu'on les remette en avant juste pour faire la promotion d'une émission de télé-réalité. Mais que voulez-vous? Et donc, évidemment, personne n'a voulu être du côté de Paige. Et Paige, comme elle était un peu excédée, elle a dit, bah, écoutez, je vais vous montrer, je vais être dans un handicap match, les Bella contre moi. Et évidemment, elle a perdu. Et à SmackDown, elle a affronté Brie Bella. Et qui est intervenue pour aider Brie, c'est Alicia Fox. Donc, à mon avis, lors de WWE Battleground, on aura Alicia Fox contre Paige, peut-être. Ça m'étonnerait que Nikki remette encore en jeu son titre contre Paige alors qu'elle est, alors qu'elle a aucune chance de remporter le titre. En plus, là, comme elle a perdu coup sur coup, ce serait assez bizarre de encore l'avoir une chance pour avoir le titre. En même temps, elle s'en fiche un peu parce qu'on sait qu'elle sera absente pour Tough Enough, l'émission de télé-réalité pour recruter les nouveaux catcheurs et catcheuses pour la WWE. Donc voilà, comme elle sera mise en avant par rapport à ce programme-là, je pense que là, on la verra plus là-dessus que par rapport au fait d'être challenger. Mais pourquoi pas? Pardon. Donc le match, voilà, le point positif, c'est la longueur, même si c'était un peu ennuyeux. Et le fait que le Twin Magic, bon, elle l'avait déjà fait. Alors c'est ça aussi que j'ai pas compris, c'est que moi je pensais que les Bella étaient face. Or, faire le Twin Magic, pour moi, c'est une attitude de heel. Donc en fait, on sait pas trop. Donc voilà, je vais mettre 4 parce que je suis assez gentille. Mais j'espère franchement qu'on aura plus ça. Et bon là, je pense, hein, pour tous ceux qui aiment pas Nikki Bella en tant que championne, bah asseyez-vous parce que je pense qu'elle restera jusqu'à dépasser le record de Edge Lee. Je vous l'avais déjà dit depuis quelques semaines maintenant. Ils vont faire péter ce record pour faire oublier Edge Lee une bonne fois pour toutes de la tête des gens. On continue avec le match suivant, Ryback contre Big Show pour la ceinture intercontinentale. Alors là, c'était un match pas de grand intérêt non plus puisque Ryback a dominé le début du match jusqu'à ce qu'il s'en prenne au Miz qui était au commentaire plutôt. Et évidemment, ça nous a spoilé la fin. Big Show qui a essayé de reprendre le dessus, mais évidemment, le Miz est intervenu. Disqualification, Big Show a gagné, mais Ryback conserve la ceinture. Et malheureusement, qu'est-ce que ça signifie? Je vous le donne en 1000. Je pense que le triple threat match qu'on n'a pas eu, qui aurait dû avoir lieu à Money in the Bank, va avoir lieu à WWE Battleground. Donc à savoir Ryback contre le Big Show contre le Miz. Je pense maintenant, j'ai un peu des doutes parce que à Raw et à SmackDown, le Miz n'était pas là et le Miz a fait un nouveau show pour mettre en promotion les films. Mais c'était en rapport aussi avec le Big Show et le film dans lequel il joue. Donc peut-être à mon avis qu'il y aura une rivalité Miz Big Show parce que le Miz a battu le Big Show par décompte à l'extérieur. Et oui, à Raw ça c'était. Donc il était assez malin le Miz. Moi j'aime bien cette attitude de ah non me fais pas mal, je joue avec tes nerfs et résultat c'est lui le plus malin et il gagne. J'ai bien aimé. Donc ça m'étonnerait pas qu'à WWE Battleground on ait Ryback contre le Big Show contre le Miz. Voilà, ça m'étonnerait pas qu'on ait ce match-là qu'on aurait dû avoir lieu à Money in the Bank. La note du match, 3, hein, parce que franchement c'était court, heureusement c'était court, donc j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et le fait que le Miz intervienne, on va dire que ça a un peu sauvé le match, même si évidemment quand je l'ai vu au commentaire, je me suis dit, bon bah il va intervenir dans le match, ça c'est sûr, donc ça nous a un peu spoilé la fin. Le match suivant, et c'est le match que j'ai le plus apprécié de la soirée, et oui... Donc c'était ce match-là, John Cena contre Kevin Owens, champion versus champion match. Donc là, c'était un match de folie.
Alors, le début de ce match-là était... ça ressemblait quand même un peu au début de l'ancien pay-per-view, alors qu'il nous avait dit qu'il ferait différemment. Le point négatif, je vais vous le dire tout de suite, c'est que Kevin Owens fasse des prises de John Cena, fasse des prises de Chris Jericho, fasse des prises de Shawn Michaels avec l'espèce de Shrinking Music, le kick dans la face de John. Là, à SmackDown, il a réitéré en faisant une prise, il a voulu faire une prise de Cesaro. D'ailleurs, il a gagné contre Cesaro à SmackDown. Donc, voilà, c'était ça un petit peu le point négatif. Et le second point négatif, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention. Moi, j'étais persuadée qu'ils allaient faire intervenir Samoa Joe pour faire gagner John Cena. Et en fin de compte, non. John Cena a réussi à gagner tout seul comme un grand, avec un troisième Attitude Adjustment. Et évidemment, John Cena qui a voulu la jouer flarpée. Tu es un vrai champion, je suis un vrai champion. Vas-y, je te serre la main. De John Cena. Hein. Et évidemment, Kevin Owens n'a pas apprécié et a powerbombé John Cena sur l'arête de ring. Donc, storylainement parlant, John Cena est blessé. Mais évidemment, à Raw, on a eu le spoilage, le plus gros spoilage de tous les temps. Kevin Owens était sur le ring. Il affrontait d'ailleurs Dolph Ziggler. Il a gagné contre Dolph Ziggler. Et il a dit que il réaffrontait John Cena pour WWE Battleground. Pour l'instant, le match n'a pas encore été signifié, mais à mon avis, ça va être le cas. Donc, troisième version de John Cena contre Kevin Owens. Et attention, c'est là où on va se faire spoiler la fin du match, parce qu'il a dit que si il gagnait contre John Cena la prochaine fois, la fois suivante, il affrontera John Cena pour le titre de champion des États-Unis. Donc ça nous spoil tout. Ça nous spoil qu'à WWE Battleground, on aura John Cena contre Kevin Owens et que ce sera Kevin Owens qui va gagner contre John Cena pour l'affronter pour le titre des États-Unis. Ça nous spoil qu'entre-temps, alors avant ou après ce match-là, Kevin Owens va perdre sa ceinture de NXT parce qu'évidemment, s'il challenge John Cena pour le titre des États-Unis, il n'a plus sa ceinture NXT. Et à mon avis, ça nous spoil aussi le fait que ce soit Samoa Joe qui prenne le titre à NXT contre Kevin Owens, à moins que ce soit son ancienne meilleure amie. Donc ça nous spoil tout ça. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, je suis un peu déçue du fait qu'on nous ait spoilé comme ça à Raw. Voilà, je trouve ça dommage parce que voilà, on sait déjà que ça va continuer. Alors j'espère vraiment que pour ce troisième match, ça va pas être la même chose que ces deux matchs-là, parce que même si là il y a eu plus de prises, il y a eu plus de prises et que c'était un peu plus long et qu'on avait plus de choses, ça ressemblait quand même à l'ancien match et il n'y a pas eu d'intervention, il s'est pas passé un truc de oufissime où on s'est dit ah ouais quand même. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va y avoir un truc de oufissime, parce que si c'est pour nous ressortir encore une fois la rivalité, surtout qu'on va l'avoir 4 fois de suite, puisque s'il gagne la fois prochaine, eh bien il challenge John Cena pour le titre, donc ça fait encore 5 fois. Moi qui vous disiez que j'aimais bien qu'une rivalité soit construite, là je serais presque en droit de revenir sur mes paroles parce que j'aimerais attendre, voilà, j'aimerais en voir plus, j'aimerais qu'il se passe un truc de ouf. Mais bon, on va pas trop tacler pour le moment, on va juste tacler le fait qu'on nous a spoilé la suite prévisible. Donc pour le match, évidemment, comme c'est le match que j'ai le plus apprécié, je vais lui donner 7. Parce que c'était un bon match. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'il fasse pas ses propres prises, il en a fait, mais qu'il fasse d'autres prises que les scènes, ça m'a un peu dérangé. Et le fait qu'on n'ait pas d'intervention alors que moi j'étais sûre qu'il allait intervenir, Samoa Joe, ça m'a un peu déçu, voilà, je vous le cache pas. Donc le match suivant, et alors là c'était un match expéditif puisque c'était les New Day contre les Primetime Players. Donc première info, Kofi Kingston n'était pas là. Deuxième info, Darren Young, c'est lui qui a morflé le plus dans ce match-là puisqu'il a été mis à part par les New Day, jusqu'à ce qu'évidemment il fasse intervenir Titus O'Neil, il lui passe le tag. Titus O'Neil rentre, Titus O'Neil démonte tout le monde. 1, 2, 3, nouveau champion. Alors là, je ne l'avais pas vu venir plutôt.
Parce qu'on nous a tellement rabâché le fait que c'était les New Day, que personne les aimait et donc qu'ils allaient conserver leur ceinture. Surtout qu'on savait à peu près tous, hein, on nous avait spoilé le fait que ce soit les Lucha Dragons qui deviennent champions. Résultat, match expéditif court et le fait que ce soit les Primetime Players, bah... ouais, je me suis dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Donc, heureusement, la rivalité continue. J'ai envie de vous dire, ça, c'est la chose la mieux. Et donc, on aura, je pense, à Battleground, les New Day contre les Primetime Players pour la ceinture Tag Team. Voilà, le match en lui-même... bah voilà, c'était trop court, voilà. Franchement, quand c'était fini, je me suis dit, mais attends, c'est un match expéditif et je pensais pas qu'ils allaient faire perdre leur ceinture comme ça aussi vite, pas en termes de temps, mais en termes de temps de match plutôt. Donc voilà, 4, 3-4, franchement, c'était... Il n'y avait pas grand chose à dire. Et attention, on finit avec le main event, et oui, je vous avais dit, hein, 20 minutes de débriefing. En même temps, le pay-per-view m'a pas trop emballé. Donc, le main event, c'est un ladder match entre Seth Rollins et Dean Ambrose pour la ceinture WWE poids lourd. Donc là, heureusement, il s'est passé un peu plus de choses. On a eu le fait que, évidemment, Seth Rollins s'est servi des échelles pour affaiblir le genou de Dean Ambrose. Dean Ambrose qui a... fait passer par-dessus la troisième corde Seth Rollins qui est retombé sur une échelle qui était mise là un peu plus tôt dans le match. Et le fait que Seth Rollins a powerbombé Dean Ambrose sur des chaises qui étaient placées sur une échelle. Donc voilà, ça c'était les moments un peu oh my god du match. Après, moi ce que j'ai été surprise, c'est qu'on a eu pas d'intervention de JJ Sécurité, pas d'intervention de Kane, pas d'intervention. J'étais sûre que quelqu'un allait intervenir. Et là, ça m'a un peu surprise. Et la fin, surtout, comme la fin était un peu longue, où Seth Rollins prenait du temps pour mettre des chaises en plus sur Dean Ambrose, je me suis dit, il va se passer un truc là. Il prend trop de temps à mettre des chaises sur Dean Ambrose. C'est bon, au lieu de perdre tout ce temps-là, j'ai trouvé la fin un peu trop longuette à mon goût. Je me suis dit, ça se trouve, il va se passer quelque chose. Là, quelqu'un va intervenir, ou pour favoriser Seth Rollins, ou pour favoriser Dean Ambrose. Résultat, bah, personne n'est intervenu. Donc j'ai trouvé la fin un peu longue. Et résultat, Seth Rollins a conservé son titre, alors que les deux, ça c'était l'information à préciser, les deux ont décroché la ceinture en même temps. Bon. Autant vous dire que... voilà, j'étais déçue qu'il se passe rien d'autre, voilà. En fait, on a eu un match simple. Bon, il y avait des échelles, mais il n'y aurait pas eu des échelles, on a eu un match simple. Les seuls trucs positifs, c'était... on voyait que Seth Rollins était vraiment déchaîné, c'était le seul truc positif de tout ça. Mais sinon, c'était un match simple, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a rien eu, quoi. Et le seul point positif à tout ça, c'était ce qui s'est passé évidemment à Raw, où là, l'autorité Triple H et Stephanie McMahon lui dit, bah écoute, on va te choisir ton prochain adversaire. Ce sera pas Roman Reigns, ce sera pas Dean Ambrose, ce sera pas Randy Orton, ce sera pas Kane. Donc là, évidemment, Seth Rollins, il est aux joies, il se dit cool. Et là, évidemment, qui revient? Brock Lesnar. Donc là, j'ai envie de vous dire que quand je l'ai vu, je me suis dit ouh là là, avec son t-shirt Suplex Cities, la cité des suplex, je me suis dit ah là là, ça va être bon. Il est revenu comme ça, hein, sans explication. Hein. On nous avait fait des explications sur le fait qu'il soit parti, mais sur le fait qu'il soit revenu, allez, comme un cheveu sur la soupe, mais personnellement, moi, je m'en fichais. Et il est revenu, et donc là, on a appris Seth Rollins contre Brock Lesnar à WWE Battleground. Pour l'instant, c'est un match simple. Mais on voit que Dean Ambrose et Kane se cherchent. Alors, où on aura un match simple, Brock Lesnar, Seth Rollins, ou, à mon avis, ils vont ajouter Dean Ambrose et Kane pour que ce soit un match à 4. Voilà ce que je pense. Vu que quand même, Dean Ambrose a quand même eu la ceinture entre ses mains, donc ils ont décroché la ceinture en même temps. Donc techniquement, je pense que ce serait possible qu'il soit mis dedans. Après, pour l'instant, c'est un match simple. Donc voilà ce qui s'est passé.
Et évidemment, à SmackDown, le mec, il a totalement pété un câble. Il a dit que c'était lui le futur de la WWE, le champion, le meilleur et tout ça. Et il a dit que si Brock Lesnar ne l'avait pas attaqué à Raw, c'est tout simplement parce qu'il avait peur de lui, de ce qu'il avait fait à WrestleMania. J'ai envie de dire un peu trop confiant, le mec. Hein, moi, j'étais assez déçu qu'il dise ça. Je me suis dit, mais attends, le mec, il... Attends, c'est Brock Lesnar, quoi. C'est pas le mec, quand même, qui a battu, d'ailleurs, il l'a dit hein, dans son speech, battu la série d'invincibilité de l'Undertaker, qui a battu, non pas une, non pas deux, mais à 3 reprises, John Cena. Et c'est quand même John Cena, le 15 fois champion et tout ça. Donc c'est vrai, et en fin de compte, c'est là où on se rend compte que JJ Security et Ken ne seront plus jamais du côté de Seth Rollins. C'est vrai que ça fait bizarre parce que on est passé à j'ai besoin qu'on m'aide, je suis apeuré, je suis là, je suis tout ce que vous voulez, à je suis le meilleur, je suis le génie, je suis un diamant brut. Voilà. Bon, je demande à voir. On sait que normalement, Seth Rollins aura une rivalité contre Triple H. Hein. Ça a fuité, ça aussi. Donc peut-être qu'à un moment donné, Triple H en aura marre que Seth Rollins prend un peu trop le boulard et lui dise oh, tu redescends, le meilleur ici, c'est moi. Hein tu n'es pas meilleur que moi. Donc peut-être que justement, il a cette attitude de il fait, je suis le meilleur, je suis meilleur que tout le monde, je suis l'élu un petit peu. Pour le fait aussi qu'ils prennent maintenant de plus en plus la prise de définition de Triple H pour amener la future feud contre Triple H en lui disant oh mon petit là tu te calmes, le meilleur ici c'est moi. C'est peut-être. Et s'ils font ça, c'est vrai que ce serait bien joué et c'est vrai qu'on comprendrait mieux pourquoi il a plus JJ Sécurité et il a plus Kane. Maintenant, contre Brock Lesnar, personnellement, je ne sais pas parce que là, il sera présent. Alors là, grande nouvelle hein, pour tous ceux comme moi qui n'aiment pas trop Brock Lesnar. Ça veut dire que Brock Lesnar, on le savait normalement qu'il devait revenir à SummerSlam. Ça veut dire qu'il sera présent à 2 pay-per-view consécutifs. Donc, comme je vous disais, c'est que Brock Lesnar sera présent au pay-per-view WWE Battleground et à SummerSlam. Donc, c'est ça la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont le faire perdre 2 fois de suite? Parce qu'à mon avis, les 2 fois, il sera pour le titre WWE poids lourd, ça c'est presque une évidence. Après aussi, la question qui se pose, c'est que normalement, les rumeurs qui étaient pressenties, c'est qu'à SummerSlam, on aurait dû avoir lieu Roman Reigns contre Brock Lesnar contre Seth Rollins avec en vainqueur Roman Reigns. Donc, est-ce que ça signifie que la rivalité avec Bray Wyatt va se terminer avant SummerSlam? Je ne sais pas, j'ai des doutes. Peut-être, hein, peut-être ce sera suffisant pour montrer aux gens que Brock Lesnar, voilà, là il n'est pas là, ça fait... il a eu des embûches et tout ça, et finalement, il arrive à SummerSlam, et malgré Bray Wyatt, malgré l'autorité, malgré les gens qui ne l'aiment pas et qui le bâchent sans arrêt, malgré tout ça, il a su faire face et devenir champion. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions au fait par rapport à Brock Lesnar, s'ils vont le faire perdre 2 fois de suite. Après, moi, comme je vous savais, Brock Lesnar, quand il était champion, j'étais pas trop fan parce que comme il était là qu'une fois tous les 36 du mois, donc ça voulait dire qu'il défendait sa ceinture qu'une fois tous les 36 du mois. Voilà, pour moi, un champion doit minimum défendre sa ceinture une fois par mois ou défendre sa ceinture quand même de temps en temps. Brock Lesnar, en plus de pas défendre la ceinture quand il était champion, il n'était pas là. Donc là, normalement, avec ses réengagements de 2 ans, normalement, il aurait eu plus de dates parce qu'il est toujours un contrat à date, mais ils auraient prévu plus de dates avec lui. Donc voilà, c'est ça aussi qui me fait douter. Donc pour l'instant, ce sera Brock Lesnar contre Seth Rollins en match simple 1 contre 1. Mais attendez-vous à ce que Dean Ambrose et Ken soient
incorporés dans ce match. Donc je vous rappelle les deux matchs pour l'instant de WWE Battleground. Le premier match c'est Roman Reigns contre Bray Wyatt. Et le second match pour l'instant c'est un match simple. Seth Rollins contre Brock Lesnar pour la ceinture WWE poids lourd. On peut ajouter à ça, à mon avis, Alicia Fox contre Paige. On peut ajouter le triple threat match Big Show, The Miz et Ryback pour le titre intercontinental. On pourra ajouter les Primetime Players contre les New Day. Et peut-être ajouter Dean Ambrose et Kane avec Brock Lesnar et Seth Rollins. Ou alors un match simple Kane contre Dean Ambrose. Randy Orton contre Sheamus. Attendez-vous à ce qu'on en ait aussi. Et voilà à peu près les matchs qu'on pourrait être susceptibles d'avoir pour ce prochain pay-per-view WWE Battleground. Voilà, c'était tout pour ce débriefing de Money in the Bank. J'espère que malgré qu'il était un peu plus court que d'habitude, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas ce soir à aller regarder le débriefing de l'E3 fait par Mr. Cool. Le lien sera dans la description parce que lors du Top Flop, j'avais oublié de mettre le lien, mais là, je mettrai le lien où vous pourrez voir en direct à partir de 21h tout le débriefing des différentes consoles, jeux et tout ça. Donc n'hésitez pas. Moi, de mon côté, on se retrouvera la prochaine fois pour le Marion Live avec en sujet principal Randy Orton et le sujet secondaire, ce sera le 3, les jeux qui m'ont le plus plu ou qui m'ont le plus impressionné durant cette E3 où je vous dirai ce que j'en ai pensé de cette E3. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de vous abonner, à mettre des pouces verts, à continuer à mettre des commentaires, à partager les vidéos et tutti quanti. Voilà, donc je remercie encore une fois Cameron Jackson d'être parmi nous, voilà. Donc voilà, je rappelle que cette émission est à la mémoire de Dusty Wood, The American Dream, le rêve américain, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que se finit ce débrief de Money in the Bank. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et nous on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao.